Je pense pas, mais j'ai ouvert là-bas aussi, donc ça va faire peut-être un peu de courant d'air. Bonjour à tous, on va commencer, même si tout le monde n'est peut-être pas arrivé. Mettre vous, pour moi, ça n'a pas beaucoup d'importance. Oui, non, donc, bonjour à tous. Nous avons le plaisir, l'intérêt et l'honneur d'accueillir ce soir Bertrand Badi. Certains le connaissent déjà pour ses interventions sur les petits écrans. D'autres l'ont peut-être lu. Peut-être certains ont fait les deux, ce qui est mon cas. Et donc, c'est un universitaire, politiste, politologue, on ne sait pas très bien comment vous désignez, géopolitologue. Ah non, surtout pas. Géopolitiste. Ah non. Non, mais quelquefois c'est écrit. Oui, mais j'ai écrit un livre qui s'appelle « Le monde n'est plus géopolitique » et quand je le présentais à la radio, immanquablement, on disait Bertrand Badi, géopolitique. Voilà, c'est pour ça que je me permets… C'est une façon de m'enterrer. C'est pour ça que je me permets de soulever ce type de questions, parce que c'est très difficile, en fait. De toute façon, ce qui est très important, c'est que Bertrand Badi, depuis de nombreuses années, travaille sur les questions de politiques internationales, de sécurité, et essaie de porter un regard original sur la façon dont les États organisent leur sécurité de manière interne, collective, coopérative, mondiale. Et aujourd'hui, je pense que la situation que nous vivons avec une guerre quasiment en Europe, commencée par la Russie qui a envahi l'Ukraine donc en février, repose tout un tas de questions qu'on pensait avoir résolues. C'est-à-dire qu'on pensait que la mondialisation, une certaine globalisation économique et politique permettait de limiter, voire de supprimer à terme les conflits, et notamment les conflits militaires. On s'aperçoit que ce n'est pas vrai. Vous pourrez nous rappeler que depuis un certain nombre d'années, on voit de nombreux conflits éclater et sans être souvent résolus. Ce qui est important peut-être de comprendre, et c'est le sens de votre dernier ouvrage que j'ai trouvé fort intéressant. Je dois avoir là. Donc pour ceux qui ne l'ont pas remarqué, ça s'appelle « Les puissances mondialisées », c'est chez Odile Jacob, c'est paru l'an dernier au mois d'avril 2021, et dont le sous-titre est « Repenser la sécurité internationale ». Ce qui est intéressant, c'est, je vais vous laisser la parole puisque vous voulez nous quitter assez tôt étant donné vos problèmes de transport, que je comprends bien. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment un tel conflit ou de tels conflits peuvent encore exister et comment les États-nations ou les coopérations d'États comme l'Union européenne peuvent ou pas intervenir dans ce type de conflit et comment on pourrait penser assurer la sécurité internationale d'une autre façon que celle avec laquelle nous régissons nos rapports depuis le traité de Westphalie, qui est quand même assez ancien, et dont certains pensent qu'on n'en est pas sorti, alors que vous pensez qu'on devrait en sortir. Ça ne veut pas dire qu'on en est sorti, mais qu'on pourrait peut-être en sortir, et qu'en tout cas, les enjeux mondiaux que nous vivons aujourd'hui nécessiteraient que nous en sortions. Bertrand Badi, je vous laisse la parole. Merci beaucoup pour cette invitation. Évidemment, le climat, dans tous les sens du terme, n'est pas forcément propice à une réflexion qui prenne de la hauteur par rapport à ces questions, qui sont des questions lourdes,
Ce livre, Les puissances mondialisées, je l'ai publié en septembre dernier, avant donc n'apparaisse le conflit ukrainien. On aurait pu penser que ce conflit ukrainien revienne à remettre en cause ce que j'ai proposé dans ce livre. Je vais plaider au contraire la validation de certaines des hypothèses et des hypothèses que j'ai développées. De quoi s'agit-il? D'abord, il s'agit d'une remarque générale. Vous savez, l'histoire nous offre des allées simples, mais jamais des allées et retours. C'est-à-dire qu'on a tendance en ce moment, en lisant la presse, en écoutant les politiques, les observateurs, mais aussi en prenant un café au café du commerce, on ne cesse d'entendre qu'on assiste au retour de la guerre, au retour de la guerre froide. On nous a parlé de Troisième Guerre mondiale, on nous a parlé également du retour des nations, du retour des territoires, du retour des frontières, du retour des empires et tout un tas de choses. Ne croyez pas tout cela parce que l'histoire ne renvoie jamais l'ascenseur, parce qu'il n'y a jamais eu de retour dans l'histoire. Et que ce conflit ukrainien n'est pas du tout une troisième guerre mondiale, n'est pas du tout un retour à la guerre froide, n'est pas du tout un retour aux logiques de puissance et aux rapports de puissance, n'est pas du tout la planche de salut de l'OTAN, comme d'aucuns le disent, n'est pas du tout l'annonce d'une remilitarisation de notre continent. C'est quelque chose de tout à fait différent. Alors qu'un professeur tournesol se trompe n'est pas grave. Qu'un acteur politique persiste dans l'erreur, là c'est grave, parce que ça nous conduit à vouloir traiter un phénomène qui est totalement nouveau, que j'ai tenté de nommer dans plusieurs articles que j'ai eu l'occasion de faire depuis le 24 février, non pas guerre mondiale, mais guerre mondialisée, ce qui est tout à fait différent. Et ce conflit, s'il n'est pas abordé dans ses différences, eh bien, nous ne pourrons pas nous en sortir et nous risquons une escalade extraordinairement dangereuse. J'ajoute que vous aviez raison de le signaler, les acteurs politiques, pour la plupart, croient ne pas être sortis de l'ancien monde. Et de ce point de vue-là, le comportement de Vladimir Poutine est tout à fait symptomatique. Poutine a lancé le 24 février une guerre réactionnaire, au sens fort du terme, c'est-à-dire une guerre qui s'inspire d'une histoire qui est révolue. Mais c'est justement cette guerre qui a échoué. C'est-à-dire que Poutine pensait qu'il entrerait dans Kiev comme son prédécesseur Léonid Brejnev est entré dans Prague en août 1968. Certes, il y a eu des résistances, tout le monde se souvient du suicide par le feu de Jan Palach, mais à l'époque, cette résistance, qui était bien inférieure à celle qu'oppose la société ukrainienne aujourd'hui, n'a pas pu arrêter le projet de conquête ou de reconquête lancé par le Parti communiste de l'Union soviétique. Ici, Poutine a perdu dès les premières semaines. C'est-à-dire, quelle que soit l'issue de ce conflit, ce qui était le plan initial, c'est-à-dire cette reconquête qui était, dans son langage rebaptisée stupidement la dénazification de l'Ukraine, a échoué. Et son rêve de prendre Kiev en quelques jours a dû être abandonné, même si ceci n'a jamais été explicité. Donc il y a quelque chose qui se passe. Et c'est peut-être ce quelque chose qu'on peut décortiquer, mais pour le décortiquer, je voudrais vous présenter les éléments que je développe dans ce livre, parce que ce livre est un point d'aboutissement d'une réflexion que j'ai menée depuis une dizaine d'années, même plus, et le temps passe, une vingtaine d'années sur la puissance. Pourquoi une vingtaine d'années? Parce que c'est une réflexion que j'ai amorcée au moment de l'invasion de l'Irak par les États-Unis, qui de bien des points de vue était comparable à ce que nous voyons en Ukraine aujourd'hui. Et ce qui m'avait beaucoup surpris à l'époque, en 2003, c'est que l'opération avait échoué. Elle n'avait pas échoué de la même façon. C'est-à-dire que là, Saddam Hussein a été très vite capturé, Bagdad a été très vite conquise, mais les États-Unis, la première des superpuissances, près de 40% à l'époque du budget militaire mondial, n'a jamais réussi à construire l'ordre
qu'elle entendait imposer à cet Irak, entre guillemets, libéré. Derrière cela, il y a une interrogation beaucoup plus forte. Une interrogation beaucoup plus forte qui est de dire que ma discipline, les relations internationales, repose entièrement sur un concept fétiche qui est le concept de puissance. Les relations internationales sont pensées, conceptualisées comme étant la science de la puissance. Les relations internationales sont définies par des générations d'auteurs comme étant la résultante d'un rapport de force, d'un rapport de puissance. C'est la clé de voûte de la réflexion en matière internationale. La clé de voûte depuis toujours, depuis même ce grand philosophe fondateur qui était l'anglais Thomas Hobbes au XVIIe siècle lorsqu'il a écrit son ouvrage Le Léviathan, 1651, expliquant que les États étaient entre eux, je le cite, comme des gladiateurs et que donc les relations internationales, c'était tout simplement la résultante permanence de ce rapport de puissance entre les gladiateurs. Or, quelque chose m'a frappé, c'est que depuis 1945, je ne sais pas si vous avez remarqué, les puissants ne gagnent plus. La France a été battue à Dien Bien Phu. Je m'en souviens, j'avais 4 ans, mais c'est resté gravé dans ma mémoire. C'était un événement majeur. La France n'a peut-être pas été battue militairement en Algérie, mais elle l'a certainement été politiquement, ce qui est une variante du même phénomène. C'est-à-dire, on peut être puissant, exercer sa puissance militaire, on est quand même défait politiquement. Mais les Britanniques ont été battus en Inde lors du processus de décolonisation de l'Empire des Indes. Les Soviétiques ont été battus en Afghanistan. Les Américains ont été battus au Vietnam. Ils ont été battus en Somalie. Ils ont été battus en Irak, je le disais tout à l'heure. La coalition occidentale a été battue en Libye. Israël a peut-être gagné militairement sur la Palestine, mais n'a jamais pu imposer véritablement son ordre et sa loi sur les territoires de la Palestine, et on le voit bien, et on l'a vu encore récemment. Je pourrais continuer l'énumération. C'est quand même extraordinaire, et je suis étonné que ça ait si peu fait réagir, qu'une puissance, une superpuissance nucléaire et militaire, entre 36 et 40% du budget militaire mondial, 700 milliards de dollars par an, n'ait jamais gagné une guerre, ce qui d'ailleurs n'est pas tout à fait exact. Elle en a gagné une. Les États-Unis ont gagné la guerre contre l'île de Grenade en 1983. Il faut quand même rendre cet hommage à la superpuissance américaine d'avoir battu une armée de 89 hommes. C'est une prouesse, n'est-ce pas? Ils se battaient pieds nus, c'est peut-être pour ça qu'ils avaient un certain courage, et les États-Unis, là, ont gagné. Mais réfléchissons quand même, se poser la question, pourquoi la puissance est devenue impuissante? Et j'avais sorti un livre en 2004, juste après l'épisode irakien, qui s'appelait L'impuissance de la puissance, où j'essayais d'expliquer la chose. J'ai été injurié, moqué, caricaturé. C'est le jeu, d'ailleurs, j'aime bien, hein, généralement. On tire toujours profit des insultes qu'on vous adresse. Et une certaine vanité également. Mais là, n'est pas le problème. Le problème, c'est d'essayer de comprendre cette mutation de la puissance. Et m'a-t-on fait remarquer, alors là, à juste titre, vous dites que la puissance est impuissante, mais si, comme un certain virus, la puissance venait à muter et en mutant, redevenait puissante. C'est ça, les puissances mondialistes. C'est ce que j'essaye d'analyser dans mon livre. Et il y en a qui réussissent. Pas totalement, jamais totalement. Mais il est quand même frappant, c'est le point peut-être final de cet ouvrage, que les États qui ont été battus dans la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne et le Japon, ont dû se démilitariser pour entrer dans le nouveau monde, et en se démilitarisant, ont retiré une puissance que ceux qui sont restés militarisés n'ont pas. Autrement dit, l'Allemagne aujourd'hui s'en sort mieux que la France, et ce n'est pas seulement parce que sa capacité économique est supérieure à la nôtre. C'est pour des raisons beaucoup plus profondes que j'analyse dans ce livre, qui rejoignent aussi les succès remportés
par un pays comme le Japon, et d'autres qui n'ont pas été parmi les battus de la Seconde Guerre mondiale, mais qui ont choisi cette voie démilitarisée pour s'imposer dans le monde et qui ont pas mal réussi. Je pense à la Corée du Sud, je pense à Singapour, à d'autres puissances asiatiques, mais on peut aussi penser à un pays dont on ne parle pas suffisamment parce qu'il devient emblématique, qui est la Nouvelle-Zélande, par exemple, ou peut-être, mais de manière moins nette, certains pays scandinaves. Alors, qu'est-ce que c'est que la puissance? Dans notre catéchisme d'internationalisme, la puissance, elle a été traditionnellement définie comme la capacité de faire, d'empêcher de faire et de faire faire. C'est ça ce qui définit la puissance en relation internationale. La capacité de faire, très simple, c'est la capacité d'imposer sa volonté, son ordre. La capacité d'empêcher de faire, c'est la capacité de dissuader l'autre de faire des choses qui ne vous plaisent pas. Et puis la capacité de faire faire, c'est un peu comme les États-Unis cherchent à l'accomplir avec ce conflit ukrainien, c'est tirer les ficelles par derrière, du style allez-y, prenez les risques, nous, on exerce notre leadership from behind. Les États-Unis sont en train de réussir à babouiller. Monsieur Biden a commencé par dire nous, on n'ira pas se battre, mais on va vous donner de quoi vous battre. Et puis, si vous prenez des coups, ça c'est votre problème, mais ce n'est pas le nôtre. En gros, c'est ça. Américain, on peut en discuter, c'est tout à fait intéressant. Bon, ceci étant posé, pourquoi ça ne marche plus? Pourquoi ça ne marche plus? Alors, pour se demander pourquoi ça ne marche plus, il faut se demander pourquoi ça a marché. Parce que ce modèle de puissance, ce modèle du gladiateur victorieux, ça a été le modèle qui rendait compte de tout entre, disons, la Renaissance et la chute du mur. Donc, ça fait quand même quelques 4 siècles. Alors, je vous parlais de Hobbes tout à l'heure, je ne veux pas vous faire un cours de philosophie politique, vous n'êtes pas venu pour ça, et moi non plus d'ailleurs, mais quand même, c'est intéressant de voir les 2-3 axes très simples de sa pensée. Hobbes a vécu une drôle de période. Vous savez que c'est un prématuré. Il est né au 7e mois. Pourquoi? Parce que sa maman était terrifiée par la menace que l'invincible armada faisait à l'époque, nous sommes en 1588, peser sur l'Angleterre où elle résidait. Et elle avait tellement peur qu'elle a accouché prématurément. Et les psychanalystes, alors on ne sait jamais s'ils ont raison ou tort, de nous dire, si Hobbes a toute sa vie été autant obsédé par la sécurité, c'est parce qu'il a été profondément traumatisé par les conditions de sa naissance. Bon, je vous livre ça, mais il y avait au moins 2 autres bonnes raisons pour pousser Hobbes à s'obséder de cette idée de sécurité. C'est qu'il vivait chez lui en Angleterre une guerre civile extrêmement brutale, puisque le roi Charles Stuart en a été décapité, c'est quand même pas très agréable, n'est-ce pas? Et puis parce qu'il vivait aussi, lui, une autre guerre, qui était la guerre de 30 ans, qui est une des guerres les plus sanglantes qu'ait connue l'Europe. Et donc, Hobbes, porté par l'invention de l'époque, qui était la construction de l'État-nation, a posé une équation très simple, et c'est toujours celle-là qui reste dans l'histoire, qui consiste à dire les individus ont un besoin vital de sécurité, ils obtiennent leur sécurité en abandonnant une part de leur liberté entre les mains du souverain. C'est ça, c'est le fameux pacte hobbesien. Dans cette logique parfaite, on s'aperçoit d'abord que le politique est défini en termes de sécurité et ça va rester de Hobbes jusqu'à Darmanin. C'est-à-dire la politique est là pour produire de la sécurité. Moi, j'ai envie de vous dire, et si la politique, c'était autre chose, produire de la solidarité, produire de la coexistence, produire du bien-être. Non, on a fixé à tout jamais notre définition européenne de la politique, qui n'est plus du tout la définition aristotélicienne. Aristote disait la cité, c'est l'art de faire vivre ensemble des gens différents. Là, c'est l'art de produire de la sécurité. Mais il y a une deuxième implication à cela,
et toute notre histoire des relations internationales en dérive, c'est que si la garantie de la sécurité, c'est la souveraineté, ça veut dire que si vous voulez être en sécurité, il faut que vous soyez totalement souverain. Si vous êtes totalement souverain, alors j'ai passé un coup de fil à M. de la Palisse qui m'a dit que j'avais raison. Si vous êtes totalement souverain et que vous entrez en conflit, qui va arbitrer? Parce qu'à partir du moment où vous êtes souverain, vous n'avez à obéir à personne, ni à la loi commune, dit Hobbes, c'est-à-dire au droit international, ni à quelques médiateurs. C'est quand même extraordinaire, ça. Et que dit Hobbes à ce moment-là? Il dit, ben, c'est très simple. S'il y a des différends entre États, des différends entre souverains, il y a une seule façon de régler ces différends, c'est la guerre. Et on a fait entrer, dès le XVIIe siècle, la guerre dans notre édifice politique pour la présenter comme éminemment fonctionnelle et utile. La guerre est une solution. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Ce n'est pas vrai dans toutes les histoires ni dans toutes les cultures. Même les Chinois, dont on dénonce souvent à juste titre l'autoritarisme et la violence, n'ont jamais considéré que la guerre était un élément fonctionnel des relations internationales. Même que leur stratège, M. Sun Tzu, disait exactement le contraire. La bonne guerre, c'est celle qu'on gagne sans avoir à la mener. C'est intéressant. Et ça permet de comprendre bien des choses aujourd'hui. Mais toujours est-il que voilà, la guerre est entrée dans les mœurs à tel point que dans notre histoire, on n'a jamais défini la paix. Qu'est-ce que c'est que la paix? Jusqu'à un auteur comme Raymond Aron nous dit c'est la non-guerre. Bon. Donc ce qui compte, c'est la guerre, puis la paix, bah, c'est quand on ne fait pas la guerre. Si je me sens plus fort que mon voisin, qu'est-ce que je vais faire? Je le cogne. C'est rationnel, parce que je sais que du coup, je vais tirer un avantage, je vais pouvoir lui piquer son téléphone, par exemple. Si maintenant, il me fait peur, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'abstenir d'intervenir contre lui. Pour avoir un ordre international à peu près stable, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que lui et moi devons faire? Pardon de vous prendre comme exemple. Qu'est-ce que nous devons faire? Non. Être. Alors, vous avez raison, mais il y a un stade intermédiaire. Être de même niveau. Parce que si on est de même niveau, moi je dis l'attaquer, c'est prendre un risque, et lui pense exactement la même chose. Mais là où je vous donne raison, c'est qu'il va se dire, ben, il y a un moyen, il suffit que j'augmente un tout petit peu mon armement, et à ce moment-là, il va s'écraser, et moi je vais pouvoir le cogner. Seulement, il n'a pas pensé à un truc, c'est que si je le vois augmenter un petit peu son armement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais augmenter un tout petit peu. Et puis, c'est moi, à ce moment-là, qui me sentirai en position de supériorité. Donc, il va avoir la trouille, donc il va augmenter. Ça, c'est ce qu'on appelle le dilemme de sécurité qui a débouché sur la course aux armements. Donc, vous voyez qu'il y a quelque chose, j'insiste beaucoup là-dessus, c'est quelque chose de génétique dans tout ça. Ça veut dire que nos gènes historiques sont faits pour banaliser la guerre et pour créer un réflexe mécanique de surarmement. Et d'ailleurs, on le voit maintenant, tous ces gens qui vous expliquent de manière totalement stupide et irrationnelle, qu'il faut augmenter notre budget militaire, etc. Je peux vous démontrer mathématiquement tout à l'heure, si vous voulez, que non seulement ça ne sert à rien, mais que c'est contre-productif. Mais c'est un autre sujet. Donc, tout ça a marché jusqu'en 1980. Et puis, ça s'est peu à peu déglingué. Déglingué, c'est un concept fort en relations internationales. Pourquoi ça s'est déglingué? Pourquoi ce jeu que d'aucuns tenaient pour éternel et qui est encore dans la tête de la plupart de nos princes est tout d'un coup devenu un échec? Eh bien, pour trois raisons. Il s'est passé trois ruptures que les gens de ma génération, j'ai l'impression qu'on est tous à peu près de la même génération, que les gens de notre génération, donc, ont vécu en direct. C'est que, premièrement, on a vécu la décolonisation. On n'a jamais su analyser les effets de la décolonisation. D'abord, on a raté la décolonisation, premièrement, et deuxièmement, on n'a pas su l'interpréter, en interpréter les conséquences. Et quand des gens commencent à travailler là-dessus, M. Blanquer nous dit qu'on fait de l'islamo-gauchisme, du postcolonialisme, tout un tas de choses absolument affreuses. Donc, pour ne pas aller au trou, on abandonne ce genre de recherche. Mais il y a derrière la décolonisation au moins deux éléments révolutionnaires.
Le premier, c'est que le faible a démontré qu'il pouvait être plus efficace que le fort. Et ça, c'est quelque chose qui a fait retourner, évidemment, Hobbes dans sa tombe. Vous vous rendez compte? C'est ce que, alors je le dis en anglais pour vous montrer que c'est sérieux, ce qu'on appelle la weakness politics. Dès que vous le dites en anglais, les gens prennent des notes et effectivement, ça se diffuse sur les réseaux. Et ça, c'est quelque chose que l'on n'a pas encore totalement théorisé, mais ça nous rapproche du conflit ukrainien actuel. Pourquoi le faible est plus fort que le fort? Parce que généralement, le faible s'appuie sur les sociétés là où le fort s'appuie sur les instruments répressifs, c'est-à-dire sur l'État, sur l'armée, sur la police, sur tout un tas de choses. Or, on est en train de découvrir en sociologie, ce n'est pas seulement de la poésie ni du romantisme révolutionnaire, que les sociétés sont davantage capables de résilience, de résistance et même de gain que les appareils d'État. Et ça, c'est quelque chose qui vient complètement bouleverser le jeu. Et puis, derrière la décolonisation, vous avez un autre élément important, c'est l'arrivée sur la scène internationale de tout un tas d'États qui n'appartiennent pas à notre culture. Et vous comprenez, je ne suis pas sûr que dans la bibliothèque de M. Xi Jinping, il y ait des ouvrages de Hobbes, mais je suis à peu près convaincu qu'il n'y a pas non plus Hobbes dans la bibliothèque des djihadistes du Sahel. C'est-à-dire, on n'a pas su à quel point l'irruption d'autres cultures dans le jeu international, jusque-là totalement, j'allais dire totalitairement dominé par les États occidentaux, a bouleversé le jeu international interplanétaire. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est la dépolarisation. C'est-à-dire, je me suis énervé ce matin contre un journaliste qui me disait on est retourné à une politique de bloc contre bloc. Alors, il était jeune, ce journaliste. J'ai dit, mais vous dites n'importe quoi. On voit bien que vous n'avez pas vécu la période de la bipolarité, vous ne savez pas ce que c'est qu'un bloc. Quel est le bloc de M. Poutine, à part son bloc-notes? Qu'est-ce que ça veut dire? Le bloc de M. Poutine, c'est Loukachenko. Loukachenko, ce n'est pas un bloc, c'est une excroissance. Hein. C'est la Corée du Nord, l'Érythrée et la Syrie qui est sous tutelle militaire de la Russie. Ce n'est pas un bloc, ça. Vous ne savez pas, monsieur, lui ai-je dit à ce jeune homme, ce qu'était le pacte de Varsovie. Et vous savez encore moins ce qu'était autrefois le Comintern. Bon. Et puis surtout, vous ignorez complètement que le propre de bloc qui se faisait face pendant la guerre froide, c'était deux idéologies bien marquées qui étaient antagoniques, et puis c'était aucune communication, aucune interdépendance. Pendant la guerre froide, l'Occident ne dépendait pas du pétrole soviétique. Et ça, c'est quand même quelque chose de tout à fait extraordinaire. Et l'économie soviétique était hors de l'économie du monde. L'économie soviétique, elle était dans son propre système, autour du Comecon, de tout ce que vous voulez qui nous rappelle des souvenirs de jeunesse. Or, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, la chute du mur. Mais en fait, la chute du mur, ça n'a pas apporté grand-chose. Ce qui s'est passé, c'est un événement le 2 décembre 1989. Vous vous rappelez le 2 décembre 1989 ? Décembre 1989, Mikhail Gorbatchev, président de l'Union soviétique, rencontre en rade de Malte, la Valette, sur un bateau de guerre américain, son homologue américain, George H. Bush, papa, le père. Et lors de cette rencontre, Gorbatchev dit à Bush qu'il en est resté bouche bée. C'est de là que vient l'expression, d'ailleurs. C'est comme ça qu'on a forgé cette expression. Il a dit l'URSS n'est plus intéressée à la compétition avec les Occidentaux. Bush, il a eu un malaise. Et c'était la fin de Hobbes. C'était la fin des gladiateurs. Et retournant dans sa cabine, Bush marmonnait en lui-même 2 minus 1 is 1. 2 minus 1 is 1. Ben oui, mais en relation internationale, 2 moins 1, ça fait pas 1, ça fait 0. Et ça, on n'a pas compris ça. C'est-à-dire que la disparition brutale de l'ennemi réduisait la puissance de manière spectaculaire. Regardez dans l'histoire, depuis Westphalie que vous signalez, à chaque fois, une puissance existait parce qu'elle en avait une autre en face qui la défiait.
Et lorsque les États-Unis ont perdu leur vis-à-vis, la valeur de la puissance a connu à peu près la même expérience que le Bitcoin aujourd'hui, c'est-à-dire a perdu brutalement toute sa valeur. Et du coup, on est passé dans un autre ordre qu'on a appelé post-bipolaire. C'est idiot de dire post-bipolaire. Post-bipolaire, ça me permet de savoir qu'avant, il y avait le bipolaire, mais maintenant, il y a quoi? Je ne sais pas si vous avez remarqué, ça fait 30 ans qu'on est sorti de ce modèle et on ne sait toujours pas dans quel modèle il est. Ce qui, d'ailleurs, nous a valu quelques problèmes avec la Russie, parce que la Russie, c'est pas où elle est dans l'ordre international. Bon. Et puis, il y a surtout un troisième élément qui a tout bouleversé, qui est la mondialisation. Alors, la mondialisation, ça, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Nous autres universitaires, quand on a collé un étudiant parce qu'on est de mauvaise humeur, parce qu'on a mal aux pieds, parce que je ne sais pas quoi, on lui colle comme sujet définir la mondialisation, on est sûr de le revoir en septembre parce que c'est absolument impossible de définir la mondialisation. Il n'y a pas de définition consensuelle de la mondialisation. Imaginez qu'en médecine, il n'y ait pas une définition consensuelle de ce qu'est l'infarctus du myocarde. C'est embêtant. Bon, on en est là en sciences sociales. Et en revanche, et je continue à filer la métaphore médicale, on ne sait pas ce qu'est la mondialisation, mais on sait ce qu'en sont les symptômes. Comme en médecine, vous savez, quand on ne connaît pas une maladie, d'ailleurs avec le Covid, c'est ça, on ne la définit pas, mais on en dit les symptômes. Et les symptômes de la mondialisation, ils sont... Alors là, il y a un accord entre les chercheurs, trois natures. Un, l'inclusion généralisée, c'est-à-dire tous les États sont sur le même bateau, à part peut-être les Palestiniens et les Kurdes, mais ça, c'est un autre sujet. Deux, l'interdépendance, c'est-à-dire tout le monde dépend de tout le monde et réciproquement. Et trois, la mobilité, c'est-à-dire tout bouge. Alors, je reprends ça très rapidement. L'inclusion, ça veut dire quelque chose d'absolument extraordinaire. Il faut comprendre que jusqu'en 1989, pratiquement, ça commençait à bouger, mais pratiquement jusqu'en 89, le système international, il se limitait au monde européen et à peine nord-américain, parce que finalement, les États nord-américains sont entrés dans le jeu international en devenant de facto des puissances européennes. Et en fait, les relations internationales se sont limitées à l'Europe pratiquement jusqu'en 1980. Et le champ de bataille du monde était logé en Europe. Maintenant, nous sommes dans un système mondialisé. Système mondialisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que coexistent dans le même espace mondial la République centrafricaine, $600 par habitant et par an, moyenne, donc ça veut dire que tout le monde atteint les $600, et le Luxembourg, $110 000 par habitant et par an. Ça veut dire que la mondialisation a créé le système social le plus inégalitaire qui n'ait jamais existé au monde. Ça veut dire quoi, ça, mesdames et messieurs? Un truc que nos dirigeants ne veulent pas voir. Que les enjeux dominants, l'agenda international aujourd'hui, ce ne sont pas les missiles nord-coréens ou iraniens, ce sont les inégalités sociales. Et on a pu démontrer que les conflits d'aujourd'hui, en Afrique et au Moyen-Orient, sont des conflits liés à ces fractures sociales. Alors, j'y reviendrai dans un instant, parce que vous allez me dire, mais l'Ukraine, vous allez voir, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Deuxièmement, l'interdépendance. L'interdépendance, j'ai repassé un coup de fil à monsieur de la Palisse et je lui ai dit, mais l'interdépendance, c'est le contraire de la souveraineté. Et effectivement, c'est-à-dire, on est dans un système où tout le monde dépend de tout le monde. Ce qui veut dire qu'il est impossible d'être souverain dans le contexte. La souveraineté est devenue une utopie. Il faut le voir, il faut le comprendre. C'est très important. Et puis, troisièmement, la mobilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le système qui était en place jusqu'en 1989 était un système territorial, c'est-à-dire fixiste. État, ça a la même racine que statique. Nous sommes maintenant dans un système de mobilité perpétuelle, qui fait que notamment la migration est l'avenir du monde, est programmée comme étant l'avenir du monde. Bon, il faudrait développer, affiner, mais du coup, vous comprenez que ces trois coups de massue, décolonisation, dépolarisation, mondialisation, complètement ruiné la puissance. Alors, je vous disais, la puissance a muté. Oui, d'un certain point de vue, c'est vrai, la puissance a muté face à ces nouveaux défis.
dès la guerre froide, un certain nombre de travaux ont montré que les marqueurs militaires ne sont pas forcément les plus déterminants de la puissance. Parce que, ne serait-ce que parce que, si on veut avoir des armes sophistiquées, il faut avoir des sous. Et s'il faut avoir des sous, il faut avoir une puissance économique avant d'avoir la puissance militaire. Et beaucoup d'auteurs, je pense à par exemple l'économiste britannique Susan Strange, explique que l'URSS a perdu la guerre froide parce qu'elle ne pouvait pas suivre cette compétition en matière d'armement. Vous vous rappelez peut-être la guerre des étoiles, l'initiative stratégique et tout ce qui s'ensuit. Ça, c'est déjà un premier élément. Puis un deuxième élément, après on s'est dit, mais à quoi ça sert d'avoir une puissance économique si derrière la puissance économique, on n'a pas une puissance technologique? Et c'est là que les choses ont commencé à bouger. Parce que les États-Unis, qui ne cessaient d'avoir les médailles d'or, puissance militaire, puissance économique, puissance financière, là, sont descendus du podium. C'est-à-dire, en termes de puissance technologique, les États-Unis sont très largement battus en termes relatifs, c'est-à-dire en rapport au PIB, d'investissement au PIB, et en termes de nombre de chercheurs, par des pays comme le Japon et la Corée du Sud, qui sont loin devant. Loin devant. Alors, ça n'empêche pas les États-Unis d'avoir les meilleures universités du monde, ou en tout cas réputées comme telles, parce qu'elle a les moyens financiers et économiques de les entretenir, mais en termes technologiques, ça ne suit pas. Pourquoi? Parce que dans une logique politique court-termiste, ce n'est pas la peine d'investir beaucoup dans la recherche. C'est la faute américaine, c'est la faute européenne. Les Européens sont très mauvais, et la France particulièrement. Ne comprenant pas que le Saint Graal, il se trouve là et non dans la musculation militaire, ni même la musculation économique. Donc ça, c'est un défi extrêmement important. Mais on en est arrivé ensuite à quelque chose de beaucoup plus compliqué, qui est de dire, mais finalement, est-ce que cette puissance, même régénérée à travers l'économie, la technologie, est en mesure de faire face aux défis contemporains? Alors, je me permets de me faire une petite publicité, parce que je n'ai pas le moral en ce moment, donc ça me fait du bien. J'avais publié un bouquin en 2008, qui s'appelle Le diplomate et l'intrus, dans lequel je disais « ça ne sert à rien aux États-Unis d'avoir la plus grande armée du monde, parce que ce qui menace les États-Unis, ce n'est pas une guerre, c'est un virus qui finira par leur tomber dessus. » J'ai écrit ça en 2008. Ça se parlait beaucoup à l'époque. Ben oui. J'étais avec des vétérinaires, on en parlait beaucoup. Ben exactement, exactement. Mais les politiques, eux, ils n'en parlaient pas du tout. Pas du tout, non. Mais voilà. Ils ne voulaient pas en parler. Ben voilà. Mais ça, c'est qu'une toute petite chose. Regardez les chiffres. Quand vous disiez que mon livre se sous-intitulait « Repenser la sécurité internationale », qu'est-ce qui menace la sécurité internationale aujourd'hui? Les guerres, on en est à peu près, selon les années, entre 30 000 et 100 000 morts par an. 100 000, c'est vraiment le plafond au moment de plus forte intensité du conflit syrien et du conflit yéménite. Alors là, le yéménite, tout le monde s'en fout. On en est à 400 000 morts. Personne ne s'intéresse à ce conflit. Bon, bref, on est entre 30 et 100 000. Le terrorisme, c'est à peu près la même fourchette. C'est-à-dire le terrorisme, c'est entre 40, selon les années, entre 40 000 et 100 000 morts par an. Donc 90% dans les pays du Sud. C'est-à-dire les pays touchés par le terrorisme, c'est la Libye, c'est le Pakistan, c'est l'Afghanistan. Bon. La faim dans le monde, c'est 9 millions de morts par an. C'est-à-dire 8 attaques quotidiennes sur le World Trade Center. Et vous avez une idée de gens, je dis qu'ils meurent de faim, je ne dis pas qu'ils souffrent de faim. Souffrir de faim, il faut passer à 700 millions. Le changement climatique,
les chiffres sont de l'OMS, c'est 8 millions de morts par an, de morts directes, c'est-à-dire de personnes dont on peut attester que s'ils sont morts, c'est directement imputable aux effets du dérèglement climatique. L'insécurité sanitaire, on n'arrive même plus à chiffrer. Vous savez que les derniers chiffres ont été donnés pour le seul Covid, depuis, alors là, ce n'est pas sur une année, mais c'est depuis janvier 2020, on frôle les 20 millions de morts. Et c'est très difficile à chiffrer, parce que personne ne sait exactement qui a eu le Covid et qui en est mort directement. Enfin, quand même, vous voyez l'échelle. Tout ceci veut dire quoi? Une mutation extrêmement significative, remarquable de l'insécurité. Autrefois, l'insécurité, elle venait de mon voisin malveillant. C'est-à-dire, elle était le résultat d'une stratégie inamicale, d'une inimitié, d'une hostilité pensée. Maintenant, l'insécurité, elle n'est imputable à aucun stratège, mais au dérèglement du système dans son entier. Ça, c'est une mutation considérable. Et c'est une mutation qui est d'autant plus redoutable, mesdames et messieurs, c'est peut-être la phrase la plus importante de ma conférence, d'autant plus redoutable que non seulement ces insécurités globales tuent directement, je viens de vous donner les chiffres, mais elles tuent une seconde fois, dans la mesure où nous savons maintenant que la plupart des guerres du Sud, pour ne pas dire la totalité, dérivent de l'insécurité globale. Prenez le Sahel. Alors ici, on vous dit, ben voilà, d'infects djihadistes qui tuent et si on ne les neutralise pas, comme disait Mme Parly, si on ne les neutralise pas, eh bien, ils continueront à tuer. Mais qu'est-ce que c'est que les djihadistes? Les djihadistes, c'est des entrepreneurs de violence. C'est-à-dire des gens qui profitent d'une violence ambiante pour la faire fructifier à leur profit. C'est ça un djihadiste, c'est ça, un entrepreneur de violence. Mais implanter ces mêmes djihadistes dans le canton des Grisons ou dans les Hautes-Alpes, vous verrez que ça n'aura pas du tout le même effet. Parce que, et c'est ça que je veux absolument vous montrer, aujourd'hui, l'essentiel de la violence qui structure les guerres du Sahel, du Congo, de Somalie, du Yémen, d'Afghanistan, de Syrie, c'est lié, à un dérèglement climatique. Vous savez qu'au Sahel, la désertification progresse de 10 cm par heure. Le temps de mon baratin, il y a déjà 10 cm de gagné par la désertification au Sahel. Et ça veut dire quoi, la désertification au Sahel? Ça veut dire que dans une situation de croissance démographique très élevée, il y a de moins en moins de terres à cultiver. Ça veut dire quoi? Chronologiquement, ça voulait dire d'abord que les pasteurs n'avaient plus de fourrage à donner à leur bétail. Alors, qu'est-ce qu'ils font, les pasteurs? Ils se déplacent sur la terre des agriculteurs et ils les virent. Ce qui provoque des conflits attisés par le fait que éleveurs et agriculteurs ne sont pas de la même ethnie, donc on peut très vite communautariser ce conflit. Et puis, ensuite, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, les pêcheurs du golfe de Guinée, une activité très importante, les pêcheurs de Guinée ne peuvent plus pêcher parce que le golfe de Guinée est complètement pollué par les installations pétrolières. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils remontent sur terre. Comment ils survivent, ces malheureux pêcheurs qui ne peuvent plus pêcher? Ils percent les pipelines, ils les siphonnent et ils le vendent au marché noir. Bon, mais comme ils se plantent en perçant des pipelines, ils inondent de pétrole les terres et les rendent impropres à la culture. Alors, comme ils ne peuvent plus tirer davantage de ça, ils remontent un peu plus sur les terres et ils vont piquer le reste des terres que les cultivateurs et les pasteurs étaient en train de se disputer. Si vous ajoutez à cela la sévérité de l'insécurité alimentaire au Sahel, qui fait que dans les villages,
le principal sujet, ce n'est pas est-ce qu'on va installer des éoliennes, c'est comment on fait demain pour pouvoir survivre. Et généralement, quand vous en êtes au dernier degré pour survivre, que faites-vous? Ben, vous avez tendance à aller piquer les quelques ressources qui restent chez le voisin, ce qui attise cette conflictualité que je commençais à décrire tout à l'heure. Et l'insécurité alimentaire joue un rôle absolument terrible. Et vous avez ensuite une absence d'État, vous avez un régime foncier qui est complètement délabré et qui est incapable d'arbitrer entre toutes ces attentes. Vous avez une insécurité sanitaire qui se traduit par une aggravation de l'insécurité alimentaire parce que tout ceci est systémique, et tout cela crée du conflit que les nostalgiques de Hobbes croient pouvoir régler en envoyant leurs canons. Bah, vous voyez le résultat de l'opération Barkhane, et il est sous nos yeux aujourd'hui. Alors je termine en disant qu'on pouvait croire légitimement que c'était une forme nouvelle de conflictualité. D'ailleurs, ça a reçu un nom. Pas mal d'auteurs ont appelé ces conflits nouveaux en Afrique, au Moyen-Orient, des NCI, nouveaux conflits internationaux qui n'ont rien à voir avec la guerre classique. Et là-dessus, un certain 24 février, M. Poutine a envoyé ses chars et d'autres instruments contre l'Ukraine. Alors on a tout de suite dit, bah, vous voyez, ça c'est des élucubrations, on revient à la guerre classique, dans ce cas-là de plus classique. Oui, mais ce que je voudrais vous dire en terminant, c'est que justement, M. Poutine a voulu lancer une guerre classique dont je vous disais tout à l'heure qu'il l'avait perdue. Et à cette guerre classique est en train de se substituer une forme nouvelle de guerre qu'on a du mal à analyser. Je veux dire, je suis assez consterné lorsque j'entends notamment les politiques en parler, mais aussi quand vous écoutez TF1, TF2, TF3, TF4 et les incroyables récits de Mme Maryse Burgot, n'est-ce pas? Ah oui, c'est terrible. Hein, bon, voilà. C'est terrible aussi parce que c'est l'histoire des guerres en fauteuil, ça. C'est des choses. Bon, on y reviendra peut-être dans la discussion. Mais surtout, ce que je voudrais retenir, c'est que, en fait, d'une guerre, vous en avez trois. Vous en avez une première qui est déjà perdue. Vous en avez une deuxième qui n'est plus la guerre militaire, mais qui est la guerre sociale, qui a été la grande surprise de Poutine, c'est-à-dire la capacité d'opposer une résistance sociale à une guerre classique. Et ça, un dictateur ne peut pas le comprendre. Et c'est ça qui est probablement l'un des éléments les plus dramatiques, c'est que dans la tête d'un dictateur, une société ne peut pas être plus puissante que la force militaire. Et donc, il n'avait pas intégré ce paramètre et il ne sait pas comment le gérer. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il commence à le découvrir et qu'il a une façon bien à lui de le gérer, ce paramètre. Il dit, ben, pour casser cette résistance sociale, il faut leur faire peur. Et pour leur faire peur, il faut aller à fond dans la destruction. C'est Mariupol, c'est Sévérodonetsk, enfin, vous connaissez tous ces épisodes terribles, parce qu'il y a un moment où les gens vont en avoir marre, ce qui est parfaitement humain. Et hélas, on voit des signes de fatigue dans la société ukrainienne et Poutine pense que ça lui permettra de reprendre le dessus. Je pense qu'en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais c'est un paramètre ouvert parce que nous n'avons pas d'exemple passé qui nous permettent de voir combien peut tenir une résistance sociale, je dirais, dans un pays de développement économique moyen. Parce que la résistance sociale a été très forte au sud au moment des guerres de décolonisation, mais c'était une population extrêmement pauvre qui n'avait pas grand-chose à perdre. Là, on voit des classes moyennes qui ont un petit patrimoine, qui sont en train de perdre, et donc leur réaction et, je dirais, leur endurance ne sera nécessairement pas la même. Et puis, derrière la guerre militaire et la guerre sociale, vous avez une troisième guerre, qui est une guerre, je dirais, économique, mais pas seulement économique, c'est-à-dire une guerre de mondialisation, une guerre par laquelle on essaye de mobiliser toutes les ressources de la mondialisation pour tétaniser l'adversaire. Le pari étant que, et d'ailleurs ça a été dit mot pour mot par Emmanuel Macron, il n'y a pas donc de dissimulation, faire une pression sur Poutine telle qu'il s'apercevra que continuer la guerre devient trop coûteux pour lui.
C'est toujours le problème du coût. Et effectivement, on est dans une logique d'exclusion de la Russie du monde, de l'économie mondiale, du sport mondial, de la culture mondiale, des médias mondiaux, de tout un tas de choses. Ça ne peut pas ne pas. Sauf que pour que ça marche, et c'est là la nature systémique de ces nouvelles guerres, et qui rejoignent tout à fait le propos de mon livre, pour que ça marche, il faut d'abord qu'il n'y ait pas de fuite dans cette pression. Or, ce qu'a fait Poutine, il faut bien l'admettre de façon assez intelligente, c'est de se donner quelques moyens de contournement. Alors, un peu la Chine, mais la Chine, c'est très compliqué, l'Inde, les pays arabes, Israël même, enfin, il y a tout un tas de contournements. Et puis, dernier élément, le drame des guerres systémiques comme celle-ci, c'est qu'elles font mal, évidemment, à celui que l'on veut entraver, mais elles font mal aussi à celui qui produit les sanctions. On le voit bien avec la crise économique qui nous guette comme, je dirais, facture des sanctions que nous prenons. Et puis, elles font, ce qui est encore plus injuste, mal aux tiers. J'étais en Afrique en février, j'étais au Tchad, et là, j'ai vu des gens vent debout contre les Occidentaux et la France en particulier, en disant, mais vous avez vos guerres à vous, nous, on n'a rien à voir, on ne sait même pas où est l'Ukraine, n'est-ce pas? Mais on sait que finalement, c'est nous qui allons payer la facture. Et donc, vous avez peut-être suivi ce qui était un événement diplomatique très intéressant à analyser, le déplacement du président du Sénégal, qui est également président de l'Union africaine, Macky Sall, à Moscou, où on est en train de découvrir ce phénomène diplomatique tout à fait inédit, que ces pays du Sud, ces pays de l'afro-asiatisme, qui sont en train d'être les médiateurs de facto d'un conflit qui n'est pas le leur. Alors, évidemment, tout ceci interroge, et tout ceci nous montre que la vision classique de la puissance militaire, défilé du 14 juillet et tout ce qui s'ensuit. Je dis défilé du 14 juillet parce que je ne sais pas si vous vous rappelez cette phrase d'Eva Joly lorsqu'elle était candidate à l'élection présidentielle, qui disait, dans le fond, il a supprimé le 14 juillet, ce qui a fait hurler les gens. Mais il y avait une idée très forte derrière ça, en disant mais ce n'est plus le marqueur essentiel de la puissance aujourd'hui. Elle l'avait découvert. Et effectivement, en contrepoint à Eva Joly, j'ai été dans un débat, justement celui qui est près d'Enfer, dans une salle qui est près d'Enfer Rochereau, je pense que c'est la même, qu'elle on pense, et j'ai débattu avec un général. Et ce général disait, il y a deux grandes nations dans le monde, il y a la France et les États-Unis. Alors moi, je lui ai demandé tout de suite, en vieux prof que je suis, de définir ce qu'est une petite nation, ce que c'est la Chine, ce que c'est le Guatemala, ce que c'est l'Italie. Alors il disait que l'Allemagne, c'est une puissance ringarde, c'est assez extraordinaire. Et je pense que cet homme, qui le vivait à l'ancienne, n'a pas compris que la vraie puissance aujourd'hui, c'est ce que les deux ministres des Affaires étrangères allemands, Westerwelle et japonais, Okada, en 2008, avaient dans un article très intéressant appelé la puissance modeste. C'est-à-dire aujourd'hui être puissant, c'est pas jouer du mégaphone, c'est pas s'exposer sur la scène internationale, mais c'est de travailler à la gouvernance globale, c'est-à-dire à une solidarité qui, en fin de compte, est une solidarité égoïste, parce que si je sais servir les besoins globaux de l'humanité, eh bien, en fin de compte, je me protège. Je me protège à bas bruit, sans sortir les canons, et peut-être que c'est ça la vraie puissance aujourd'hui. Voilà, je vous remercie. Merci. À vous les questions, les interrogations. Édouard et Jean-Claude. Édouard, alors vas-y. Tout d'abord, vraiment merci de l'invitation, parce que aussi bien vos écrits que vos interventions orales sont toujours très intéressantes et assez lumineuses. Vous expliquez vraiment. Je voudrais juste vous poser une question sur le détail par rapport à ce que vous avez développé. Qu'est-ce que vous pensez
le concept d'humiliation qui a été repris par notre président vis-à-vis de la Russie. C'est même quelque chose d'assez paradoxal. Donc, comment vous analysez ça? Je réponds tout de suite. Donc, oui, allez, parce que quand on prend court, plusieurs questions, c'est assez court, là. Waouh, l'humiliation, c'est pas court. Hein. Oui, j'avais travaillé beaucoup sur ce sujet. Oui, vous avez écrit. J'ai écrit un livre qui s'appelle Le temps des humiliés en 2014. J'avais été très frappé en lisant les mémoires de John Maynard Keynes, qui était jeune diplomate britannique participant aux négociations de la paix de Versailles en 1919. Et Keynes sortait de Versailles en disant tout ça va mal finir parce que en humiliant l'Allemagne de la sorte, l'Allemagne n'avait même pas été invitée, ce qui est un fait sans précédent en 1919 à ces négociations, qui lui avaient imposé des conditions d'une extrême dureté. On risque effectivement d'avoir à essuyer un revanchisme extrêmement dangereux. Et sans entrer trop dans les détails, j'en avais tiré la conclusion que le concept d'humiliation était effectivement très opérationnel en relations internationales, avec cette difficulté qu'il renvoyait à deux choses que l'on a toujours tendance à confondre. Dans l'humiliation, il y a une dimension subjective. L'humiliation, c'est d'abord un sentiment. Et là, le sentiment n'appartient qu'à celui qui l'a. C'est-à-dire, dans le débat actuel, les gens disent que la Russie n'a pas été humiliée. Il n'y a que les Russes qui peuvent dire s'ils se sentent humiliés ou pas. Et ce n'est pas parce qu'ils se sentent humiliés qu'ils ont raison de se sentir humiliés. C'est le propre des émotions et des sentiments. Ils ne se décrètent pas, mais ils se ressentent. Et derrière ce sentiment très diffus, très difficile à saisir, à mesurer, à quantifier, tout ce que vous voulez, il y a une stratégie. Et cette stratégie, un peu comme la stratégie des entrepreneurs de violence, c'est les politiques qui savent gérer ce sentiment d'humiliation pour en tirer profit. Eh bien, si vous regardez la Russie depuis 1991, elle présente les deux symptômes. C'est-à-dire, il y a une humiliation, un sentiment d'humiliation qui tient à un fait très banal, c'est que la Russie est passée du statut de coprince du monde qu'elle avait, c'était l'URSS, jusqu'en 1991, à une équipe qui joue en deuxième division, voire en division nationale, et dont on a commis l'erreur de ne lui donner aucun statut dans le nouvel ordre international, qui pourtant avait été appelé de ses voeux par des gens aussi différents que François Mitterrand, Georges H. Bush et beaucoup d'autres. Et donc, il y a là une erreur historique qui, effectivement, explique cette profusion d'un sentiment d'humiliation. Et à partir de 1999, quand il est devenu Premier ministre, et de 2000, lorsqu'il est devenu président, un acteur qui s'appelle Poutine a joué là-dessus. C'est-à-dire a construit toute sa carrière et son projet politique sur la gestion de l'humiliation russe, ce qui a marché parce que les codes de popularité ont montré qu'à chaque fois qu'il se lançait dans une opération militaire restaurant l'image de la puissance russe, il gagnait en popularité. Ça a été vrai au moment de la Tchétchénie, ça c'est 99-2000, au moment de la guerre contre la Géorgie, ça c'est 2008, de la guerre la guerre contre l'Ukraine avec l'annexion de la Crimée 2014 et la participation, plus que la participation, la conduite de la guerre en Syrie 2015. Bon. Et donc, objectivement, il y a là une chaîne de causalité que l'on ne peut pas négliger. Alors, personne, c'est au moins ça l'avantage d'être un opposant explicite, ne peut me taxer de macronisme, mais je pense que peut-être il a dit maladroitement quelque chose qui est incontournable. C'est-à-dire que si on veut construire, je dirais d'abord, si on veut obtenir un cessez-le-feu et construire un nouvel ordre international, il faudra veiller à ne pas humilier la Russie. Mais veiller à ne pas humilier la Russie, ce qu'il aurait fallu dire de manière explicite,
c'est défaire la Russie sans l'humilier. Et là, la voie est étroite. Parce que si au nom du refus d'humilier, vous donnez des petites concessions comme M. Kissinger l'a proposé, oh, ils n'ont qu'à donner le Donbass, ils font suer, etc., etc. Bon, le problème de Kissinger, c'est qu'il est né à peu près à l'époque du Congrès de Vienne 1815. Je pense qu'il doit être à peu près, peut-être un peu plus jeune, je ne sais pas. Mais enfin, ça ne doit pas faire grande différence. C'est un homme qui vit au 19e siècle. Au 19e siècle, on faisait ça. Pour rétablir la paix et la stabilité, on redécoupait les territoires. Aujourd'hui, ce n'est plus possible de faire ça. Vous aurez toute une société ukrainienne qui explosera. Si on dit, bah, écoutez, pour que l'autre se calme, on va lui donner le Donbass, on va lui confirmer la Crimée, puis si on peut lui donner Mariupol en plus, et puis après, on n'en parle plus, et je te fais 5%. Non, c'est plus comme ça que ça se fait maintenant, vous comprenez? Et donc, la voie est étroite entre dire, effectivement, il faut veiller à ne pas humilier la Russie, ce que ni M. Bush H, ni M. Bush W, ni surtout M. Clinton et Mme Albright n'ont su faire à la fin du siècle dernier, et faire en sorte que le résultat final de cette guerre ne donne pas à d'autres ou à Poutine lui-même l'idée que finalement ça nous a coûté très cher, on a gagné des petites choses. Après tout, on a peut-être eu raison parce qu'on a gratté Donetsk, Louhansk, Mariupol, peut-être Kherson, etc. Peut-être Odessa. Et peut-être un jour Odessa, que Dieu nous plaise. Ça, effectivement, c'est absolument inadmissible. Donc, trouver le point d'équilibre n'est pas facile. Mais pour autant, je crois qu'on ne peut pas faire l'économie du passage par cette idée d'humiliation. Jean-Claude. J'ai deux questions. Biden avance beaucoup les démocraties contre les dictatures ou les régimes autocratiques. Alors, est-ce qu'on ne peut pas voir cela comme cela? Les démocraties étant essentiellement les occidentales, puisque je prends la Sud. Et deuxième question, c'est la place de la Chine. Parce que, bon, est-ce qu'il n'y a pas à terme une rivalité telle entre les États-Unis et la Chine, on va se retrouver avec une vision des siècles antérieurs? Alors, ces deux questions extrêmement fortes, on peut peut-être faire deux réunions là-dessus. Sur la Chine, on pourrait faire une réunion. Ah oui, non, mais sur ce fameux débat démocratie-autocratie, c'est un débat extrêmement important. Moi, je crois d'abord, moi, je n'y crois pas du tout, je vais répondre directement. C'est en réalité beaucoup plus compliqué que ça. Et c'est un reliquat de la guerre froide. La guerre froide a été du côté occidental légitimée de cette façon, c'est-à-dire c'est les démocraties menacées par le totalitarisme. À l'époque de la guerre froide, c'était crédible, parce qu'effectivement, il y avait une menace directe du totalitarisme soviétique sur les démocraties occidentales. Aujourd'hui, la carte du monde est beaucoup plus compliquée, parce que qui oserait dire que le camp occidental c'est le camp des bonnes et des belles démocraties et que les gens en face, c'est les autocraties. Regardez de près, nous avons dans notre camp et que nous chérissons le maréchal Abdel Fattah el-Sisi, qui est un des dictateurs les plus sanguinaires, ah oui, mais qui est surprotégé. J'ai dans mon téléphone une photo où je le vois en train de s'embrasser avec Le Drian. Croyez-moi, on se croirait dans un si grand soleil. Hein, bon. Mais oui, parlons pas des yeux doux faits au maréchal Haftar, au maréchal Idriss Déby du Tchad, enfin, et de tout le précaré français africain qui est rempli de dictateurs absolument effrayants. Même Hergé n'aurait pas osé les dépeindre comme ça. Regardez la plus grande démocratie démographiquement dans le monde, l'Inde. Regardez où elle est et comment elle se positionne. Vous verrez que ce n'est pas simple non plus. Je pense qu'en réalité, le jeu international n'est pas un jeu de mise en concurrence de régimes, et notamment les blancs et les noirs, ou les rouges et les bleus, ou je ne sais pas quoi. La réalité est infiniment plus complexe.
avec quand même le fait qu'on négocie, ou on parle, ou on traite avec l'autre, sans trop regarder ce qu'est son régime. Et si ça vous arrange de dire c'est un sale dictateur, on va le dire. Si ça vous dérange de reconnaître que c'est un dictateur, on va mettre ça sous la table. Donc, vous voyez, la chose est plus compliquée. Et d'ailleurs, le projet bidenien a complètement échoué. Rappelez-vous, il a voulu faire cette grande conférence des démocraties. Ça a été un bide épouvantable. Monsieur Laurent Delafrousse n'en a même pas parlé au journal de France 2, etc. Bon, ah oui, c'est incroyable. Sur la Chine. Bon, alors d'abord, la Chine, moi je reviens à ce que je disais tout à l'heure. La Chine n'appartient pas à l'histoire d'Israël. Il ne faut pas attendre de la Chine qu'elle ait les réflexes que nous avons construits au fil des siècles. Elle se comporte différemment. Et parce qu'elle est extérieure à cette histoire intime qui a été la nôtre pratiquement jusqu'en 1989, elle a été plus à même que n'importe quel autre pays à comprendre ce qu'était la mondialisation et le parti qu'elle pouvait en tirer. Et ça, tout le monde, et notamment les puissances occidentales, mais pas seulement elles, ont été très mauvais. Tout le monde a été très mauvais dans cette affaire. C'est-à-dire que la Chine a compris que l'enjeu, c'était pas de construire une hégémonie militaire sur le monde. L'enjeu, c'était de contrôler le processus de mondialisation de manière à canaliser vers la Chine le maximum de profits. C'est d'ailleurs la philosophie de Hobart, One Belt, One Road, qu'on a appelé aussi route de la soie. Et je voudrais vous raconter très vite, parce que le temps passe, deux petites anecdotes. La première, c'est plus qu'une anecdote, c'est un récit, un témoignage qu'avait recueilli le grand journaliste égyptien Hassanein Haikal, ami de Gamal Abdel Nasser, en son temps, donc nous sommes à la fin des années 60, qui avait interviewé le plus grand des Chinois, qui était le très grand Chou Enlai. Et Chou Enlai, voyant l'évolution du conflit vietnamien, il dit, vous voyez, nous, Chinois, on ne veut jamais faire ça. On ne voudra jamais faire ça. Parce que si on fait ça, ça va nous coûter très cher et ça nous rapportera pratiquement rien. C'est le contraire du loto. C'est-à-dire, ça rapporte rien et ça coûte très cher. Et ça, c'est la ligne chinoise. Je disais tout à l'heure, Sun Tzu, le grand stratège classique chinois, de dire les bonnes guerres, c'est celles qu'on gagne sans les livrer. L'autre anecdote, c'est un dîner auquel je participais entre diplomates. C'était intéressant pour l'universitaire que j'étais d'entendre des diplomates se quereller sur le conflit israélo-palestinien. Les assiettes volaient, hein, c'est d'une violence absolument incroyable, violence verbale. Et il y avait l'ambassadeur de Chine qui était au bout de la table. Lui, il boulotait. Moi, ça m'étonnait, ce genre de truc. Au bout d'un moment, j'en ai marre. Je dis, mais enfin, monsieur l'ambassadeur, vous avez sûrement un point de vue à donner sur le conflit israélo-palestinien, ça suffit. Hein? Et il a posé sa fourchette. Il y a un début à quelque chose. Et il a sorti cette phrase incroyable. La Chine n'a aucun intérêt dans le conflit israélo-palestinien. Et il a repris sa fourchette, il s'est remis à piloter, et là, il n'y avait plus moyen qu'il la posât, hein, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien dans son assiette, bien entendu. Et ça, c'est exactement ça. Et permettez-moi encore une troisième anecdote. J'ai eu, grâce à Sciences Po, une bonne coopération avec l'université de Tsinghua de Pékin. Et une fois, mon collègue chinois, qui est un ami aussi, avait organisé un petit colloque sur les relations internationales. Il y avait des Américains, Japonais, et puis le Français de service. Et on s'agitait, on parlait, on fait confiance. Hein. Puis le Chinois ne disait rien, à nouveau. Sauf qu'il ne mangeait pas. Alors je lui ai dit, mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Et il a eu cette phrase superbe que je donne à mes étudiants à chaque fois, parce que ça résume tout. Il m'a dit, mais tu sais, la grande différence qu'il y a entre toi et moi, c'est que toi, tu crois en Dieu et moi pas. En fait, il n'en savait rien, mais il dit, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que toi, tu as une pensée que tu as envie d'universaliser. Tu as envie que le monde entier te ressemble. Nous, c'est exactement le contraire. Pour nous, toi, tu n'es pas chinois, c'est dommage pour toi. C'est dommage, mais ça m'est complètement égal. Et je n'ai pas envie de faire de toi un Chinois. J'ai envie d'avoir les meilleurs échanges possibles, traduisez, tirer le maximum de profit de toi, sans t'obliger à quoi que ce soit. Et ça, c'est au nom de ces deux principes, c'est-à-dire pénétration
économique et refus de tout messianisme que la Chine articule sa politique étrangère. Alors, face à l'Ukraine, c'est très clair. Alors, face à l'Ukraine, c'est quoi? C'est les Occidentaux et les Russes se cognent dessus et s'affaiblissent mutuellement, c'est bon pour nous. Donc, il ne faut surtout pas les arrêter dans un premier temps. Bon. Si maintenant la guerre va trop loin et que l'économie mondiale vienne sinon à s'effondrer, du moins à chuter, là, à ce moment-là, ça deviendra très, très mauvais pour nous et on fera tout ce qu'il faut pour arrêter. Et c'est à peu près le seul pays au monde qui ait véritablement les moyens. Vous voyez, c'est quelque chose, moi, que je crois, nous ne savons pas faire ça. De même, M. Delafrousse, il s'est précipité pour dire l'alliance russo-chinoise. Il n'y a même pas de mot en chinois pour alliance. Les Chinois, ils ont des partenariats. Si je peux obtenir des petits trucs, je les obtiens. Et puis si je ne peux pas les obtenir, je les cherche ailleurs. Regardez cette image qui parle d'elle-même. Nous sommes en août 2021, Kaboul vient de tomber. Le ministre des Affaires étrangères chinois, M. Wang Li, reçoit en grande pompe le Mollah Baradar, qui est son exact opposé. C'est-à-dire, quand on est un communiste chinois et qu'on a un taliban en face de soi, en principe, on prend la fuite. Non, oui, voilà, on met en place un gentleman's agreement. Et la Chine est le pays qui s'en tire le mieux dans ses relations avec la C'est ça, la Chine. Non, alors il y a eu deux choses. Il y a eu un soutien apporté au Nord-Vietnam et au FNL pendant la guerre, ça c'est certain, c'est un soutien de l'extérieur, probablement inférieur en intensité à ce qu'est le soutien occidental à l'Ukraine aujourd'hui. Et puis, il y a eu une incursion en 1979 des troupes chinoises au Vietnam. Ça ne leur a pas porté bonheur, ils se sont vite retirés et on a pu entendre parler. Mais vous avez raison de le dire, parce que j'aurais dû nuancer mon propos en disant « ça, c'est la Chine planétaire ». Dans son précaré, la Chine est un empire et se vit comme un empire. Ses voisins sont nécessairement des vassaux. Mais quand c'est un peu plus que des vassaux, généralement, il ne se passe rien. Vous savez, entre la Chine et le Japon, deux vieux empires multimillénaires, il y a une seule fois la Chine a essayé d'envahir le Japon. C'était d'ailleurs lorsque la Chine était gouvernée par une dynastie mongole, les Yuan. Les Mongols sont guerriers, conquérants, ça, c'est pas des Han. Et jamais du temps des Han. Bon, après, le Japon impérialiste a pris pied en Chine. Qu'a fait Mao? Il a toujours dit, quand à partir du moment où il est arrivé au pouvoir en 1949, ne reparlez jamais des Japon en Chine. Jamais. Et maintenant, quel est le premier client de la Chine? C'est le Japon. Quel est le premier fournisseur de la Chine? C'est le Japon. Donc là aussi, il ne faut pas tomber dans le panneau des phrases toutes faites. C'est des pays qui sont parfaitement intégrés. Oui, madame. Personne n'est dans la tête de Poutine, bien sûr. Mais vous, peut-être, vous avez des hypothèses, parce qu'au début de votre conférence, vous avez dit, bon, la guerre, c'est pas tout ce qu'on pense, mais ça peut devenir dangereux. Alors, moi, je ne sais pas si à la tête de Poutine, je n'ai pas pris de petit déjeuner avec lui, donc je ne sais pas. Personne ne le sait. Je crois que véritablement, personne ne le sait. Maintenant, je pense quelque chose. D'abord, on ne sait pas ce qu'il y a dans la tête de Poutine, mais quand on a fait de la science politique, on sait ce qu'il y a dans la tête d'un dictateur. C'est différent. Parce que le dictateur, il a des paramètres. Je dis, par exemple, un dictateur ignore les sociétés. Bon, voilà, c'est un des symptômes. Le deuxième élément, c'est qu'il est quand même assez visible, tant d'un point de vue de l'expertise militaire que de l'analyse, de la rhétorique, que des positionnements diplomatiques, que les objectifs de Poutine ont évolué au fil du temps.
Je pense qu'il y a eu un moment où il s'est dit, je vais faire ce qu'a fait Brejnev à Prague en août 68 ou ce qu'a fait Khrouchtchev à Budapest en 1956. Je pense qu'il y avait cette idée de quasi-annexion de l'Ukraine. Je pense qu'il a revu son projet à la baisse. Pour autant, est-ce qu'il va aller jusqu'à Odessa, ce à quoi vous faisiez référence tout à l'heure? Est-ce qu'il va aller jusqu'en Transnistrie? Est-ce que, etc. Je crois que personne ne le sait. Peut-être que lui-même ne le sait pas. Ça, c'est intéressant. Vous savez, les guerres... Il peut être opportuniste de ce point de vue. Voilà. Et puis, surtout, il ne faut plus être clausewitzien. Clausewitz, il est mort. Les guerres ne sont pas nécessairement finalisées. On ne fait pas la guerre avec un objectif politique précis. Vous avez des guerres d'ostentation. Qu'est-ce que c'est qu'une guerre d'ostentation? C'est une guerre où on veut montrer sa puissance. Montrer sa puissance, ce n'est pas forcément prendre une ville, un oblast, une province, un morceau, etc. Simplement faire une démonstration de force et donner un coup de pied dans la fourmilière. Il y a quantité d'hypothèses possibles. Donc, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'à partir du moment où il y a une guerre, il y a toute une série de dérapages catastrophiques possibles. Vous avez d'abord l'erreur d'appréciation, du style, de toute façon, ils finiront par céder. Etc. Quand on dit ça, on tient l'escalade comme étant une stratégie rationnelle. Plus je cogne, elle va finir par céder. Vous avez des cafards chez vous, par exemple. Moi, je donne cet exemple parce qu'ils pourrissent la vie. Vous utilisez d'abord des pièges, puis aussi des petites bombes, puis des grosses bombes, etc. Puis vous finissez par être asphyxié, mais c'est autre chose. Donc, le risque d'escalade, il est porteur d'effets pervers. Le deuxième danger, c'est ce qu'on appelle le risque de débordement. C'est-à-dire, on est quand même dans un magasin de porcelaine, c'est-à-dire une action qui vienne à transgresser la frontière polonaise ou la frontière roumaine, ça peut se faire, ou ça peut même se provoquer. Il y a des provocateurs qui peuvent tout faire pour que, etc. Bon. Et puis, je ne récuse pas non plus l'hypothèse médicale. On sait que cet homme est très malade. Il a, m'a-t-on dit, les sources, les sources sont très crédibles, un cancer du pancréas avancé. Pardon? Ça ne pardonne pas, là. C'est celui qui est mort. Exactement. Ça ne réglera pas. Oui, voilà, mais il paraît qu'il est en dernier stade. Or, il y a un trait psychologique qui consiste à dire, c'est sûr que je vais crever, ce serait plus sympa si on crève tous ensemble plutôt que moi tout seul. Bah oui. Ah si. Il a un traitement cortisone. Bon, moi là, je ne veux pas m'engager là-dessus parce que je ne suis pas médecin. Elle est médecin. Comment? Elle est médecin. Ah bah alors. Mais elle ne l'a pas. Mais vous ne l'avez probablement pas examiné. Non. Enfin, ce que je vous dis là, je vous donne mes sources, hein, c'est ce qui m'a été rapporté par des collègues israéliens des services du Mossad qui sont généralement extrêmement bien informés. Ah non, ne croyez ça pas règle ça. pas les problèmes. D'abord, ça peut donner lieu à une escalade, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et deuxièmement, dans les régimes autocratiques, personne ne peut préjuger du mécanisme de changement de régime et de transition. Ça peut très bien aboutir à quelqu'un qui dise bon, bah, on va arrêter ça tout de suite. C'est ce que j'appelle le syndrome de Brest-Litovsk, hein, Lénine qui arrive qui dit on va arrêter la guerre avec l'Allemagne. Mais ça peut être aussi la radicalisation, hein, parce qu'on ne prend le pouvoir que par lutte entre clans, et les clans, bah, pour se disputer entre eux, ils ont des emblèmes. D'autres questions? Je voulais vous demander de nous dire un peu ce qu'à votre avis, l'entourage de Poutine avait dans la tête, et vous venez de répondre directement. Mais peut-être que ces gens-là, on peut imaginer un peu mieux ce qu'ils ont dans la tête. Alors, bon, moi, je ne suis pas
ne suis pas kremlinologue, mais en revanche, j'ai pas mal étudié le mécanisme des systèmes autocratiques. Dans un système autocratique, vous avez toujours deux vents contraires. C'est-à-dire, vous avez le réflexe de fidélité au chef qui consiste à dire l'assurance tout risque, c'est de suivre le leader et que c'est beaucoup trop dangereux dans les périodes de crise que d'être contestataire parce qu'à ce moment-là, mon café peut être empoisonné et c'est terminé. C'est comme ça que vous avez vu que deux personnages clés du système russe, à savoir l'ancien président Medvedev et le ministre des Affaires étrangères Lavrov, qui étaient considérés comme les deux libéraux, se sont lancés dans une surenchère invraisemblable. Medvedev traitant les Occidentaux de dégénérés et Lavrov disant des trucs absolument insupportables également. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le syndrome de la fidélisation qui est extrêmement dangereux. C'est dans les périodes de crise, il y a une escalade vers la radicalité. Mais il y a aussi l'autre syndrome qui ne touche pas l'entourage politique, mais généralement l'entourage économique. L'entourage économique est le plus sensible à l'effet de pression systémique. Et donc, ça bouge beaucoup chez les oligarques, ce qu'on appelle les oligarques russes. Et ces oligarques-là, beaucoup sont exilés, ont été s'installer à l'étranger. Beaucoup ont beaucoup perdu de leurs biens patrimoniaux dans les pays occidentaux. Je pense, et ça c'est l'idée sur laquelle je voulais peut-être insister aussi, l'effet systémique des sanctions et de l'exclusion n'est jamais à court terme. À court terme, ça joue plutôt contre, mais elle est à moyen et long terme. C'est-à-dire l'effet d'asphyxie, il se fait sentir à moyen et long terme. C'est vrai que les oligarques ne peuvent pas supporter 3 ans, 4 ans d'exclusion complète du système. Ce moment-là, il n'existe plus. Peut-être une dernière question pour rester fidèle à notre protocole. Oui. Mais ce n'est pas obligatoire. Par rapport à ce constat que les forces sont plus faibles, finalement, que les faibles sont plus forts qu'on ne le croit. Quelle part vous faites de l'adhésion du peuple ukrainien à une victoire potentielle de cette guerre, en tout cas une très très grosse résistance, par rapport au fait que du côté russe, on a l'impression que ce sont des armées mercenaires, très partant pour ce genre de combat, et derrière quelques oligarques que vous décrivez très bien, qui sont intéressés par la chose. Est-ce que ce déséquilibre-là n'explique pas, et ça serait aussi pour les exemples que vous avez donnés de la communication, le fait que des forts avec la puissance militaire, économique, etc., quand ils n'ont pas un peuple, une forme de démocratie, n'existe pas dans un conflit de ce type-là. Oui, moi, vous savez, j'ai toujours peur de généraliser. C'est-à-dire, vous avez quantité de contre-exemples. Il faut voir que, en dernière instance, ce sont des individus qui décident. Et ils décident en fonction de leurs anticipations. C'est-à-dire, ça va aller mieux, ça va aller pire, on va tout perdre, on va regagner un peu, il est dangereux de se rebeller, etc. Ce sont des micro-stratégies qui sont très, très difficiles à assembler. Et donc, vous avez, les régimes autoritaires ont aussi leur résilience. Je suis tout à fait d'accord avec vous pour considérer qu'un régime autoritaire qui n'a pas son peuple derrière lui n'a pas de grande résilience. Mais vous savez, d'un autre côté, le peuple russe n'est pas encore mobilisé contre le système poutinien. Vous avez une adhésion encore assez forte de l'opinion publique russe à cette guerre, ce sentiment d'humiliation, ce nationalisme rentré, ce désir de reconquérir du terrain perdu. Tout ça, ça fait une drôle de mixture. La seule chose que l'on puisse dire de manière, je pense, plus assurée,
c'est que sur le moyen et long terme, mais il suffit de parler du moyen terme, le type de pression qui s'exerce actuellement sur la Russie deviendra insupportable. Et je crois que... Oui, global. Et je pense qu'on a... Je crois que l'intérieur bougera sous l'effet de l'extérieur. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut jouer cette carte de l'exclusion, qu'elle peut amollir et en tous les cas conduire le peuple à douter de ce qui était des certitudes de fin février, si vous voulez, et donc à affaiblir le régime. Mais sinon, jaillissant de l'intérieur de la Russie et dans le court terme, je pense que c'est quasiment impossible, sauf décès du dictateur. Alors à ce moment-là, les cartes sont rebattues. Bien, merci beaucoup. On aurait d'autres questions. Moi, je vous en aurais bien posé, mais il faut qu'on arrête. Hein. Et je crains, hélas, oui, voilà. parce que Donc, merci beaucoup. Je crois que votre exposé, les quelques questions auxquelles vous avez pu répondre montrent combien le sujet est riche et mériterait d'être poursuivi sur certaines questions. Notamment une question que nous n'avons pas traitée, mais que nous traiterons peut-être une autre fois, peut-être avec vous, avec d'autres, c'est celui de la recomposition internationale. Vous en avez dit un certain nombre de mots, notamment sur le fait que on voit ce ne sont pas forcément des alliances nouvelles, mais des coopérations nouvelles qui s'établissent entre des pays auxquels on n'aurait jamais pensé avant. Je pense par exemple à Israël et certains pays arabes, certains pays africains et la Chine. Enfin, bon. Et je trouve que ces recompositions sont quelque chose aussi qui vont jouer un rôle dans la mondialisation ou dans les puissances mondialisées dont vous parlez. En tout cas, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci de votre écoute. J'aurais voulu rester un peu plus longtemps, mais là, comme je vois qu'il y a une croisière pour arriver dans le 15e arrondissement, Je suis désolé.